vous demande d'accueillir donc Sylvain Poisson, notre partenaire de chez Hemming, et Axel Mazet. Donc, bonjour Sylvain. Bonjour Axel, bonjour à tous, merci. Donc Sylvain, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et puis présenter l'activité de Hemming ? Oui, tout à fait, merci. Donc Sylvain Poisson, je dirige le département stratégie et management de l'innovation d'Hemming. Hemming, on est une grosse boutique, on est 1500 à peu près dans le monde sur 3 continents. Au début, on faisait des taxes, on faisait de la finance, on a aussi une grosse partie innovation. Donc, qui nous permettent sur tous les secteurs d'activité d'avoir une connaissance très fine de ce qui se passe en termes de sciences, recherche, développement et innovation. On les accompagne sur la stratégie, donc à très long terme, ce qu'on va faire tout à l'heure, sur de l'opérationnel, qui est tout à fait en lien avec ce qu'on a vu ce matin et ce qu'on verra cet après-midi. Et puis on les accompagne aussi à valoriser toute cette recherche, cette innovation, pour gagner de l'argent, mais aussi pour avoir d'autres gains dont on va parler. Très bien, alors je vais vous demander de vous livrer un petit exercice, c'est de fermer les yeux. Nous allons voyager dans le temps et nous allons nous projeter en 2030. Voilà, donc 2030. Pourquoi 2030 ? On en a parlé avec les objectifs de développement durable et les Nations Unies qui souhaitent voir un certain nombre de ces objectifs réalisés en 2030. Alors, je voulais faire le parallèle avec le discours de Houston de Kennedy quand il a dit on doit aller sur la Lune. Il a dit on doit aller sur la Lune en 1962, ils y sont allés en 69, 70. C'est un peu la même chose, 2022-2030, on est sur les mêmes ordres de grandeur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il voyait déjà que ça allait être des petits pas. Ça allait être une chose après l'autre avec du prototypage, avec de l'avancée, etc. Et donc je voudrais qu'on imagine là ce matin, de manière concrète, pas que dans l'industrie d'ailleurs, parce que j'ai vu qu'il y avait une dame qui était de la nutrition, donc il va y avoir des exemples en sciences de la vie, donc vous allez être contente, qu'on voit un peu comment on envisage, qu'est-ce qui a déjà été fait, qu'est-ce qu'on voit chez nos clients. Alors, on va se projeter en 2030, et en 2030, est-ce que je pourrais avoir la slide suivante, s'il vous plaît ? Greta Thunberg est devenue présidente du Parlement européen. Aïe, 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 sacré tempérament. Tout élément polluant est devenu impropre à la commercialisation. Alors la présentation des deux gentlemen, elle est un peu en avance de phase, mais on va être obligé de le faire, c'est-à-dire nettoyer tout ce qui est polluant. Nous, on a des clients qui sont déjà mis dans ces dispositions-là et qui, par exemple, sur la production de méthionine, donc vous ne devez pas forcément connaître, c'est un acide aminé qui est nécessaire à la croissance du vivant. Aujourd'hui, c'est fait à partir du pétrole. Notre client s'est dit, pour 2030, on ne produit plus ça à partir du pétrole, ce sera produit de manière biosourcée. 2030, l'usine produira des millions de tonnes de méthionine à partir du pétrole. C'est des investissements en centaines de millions d'euros. Ce qu'ils avaient compris, ces gens-là, c'est que à un moment ou à un autre, les influenceurs allaient faire plier le gouvernement et on arrivera à cette réglementation. Alors peut-être que Greta ne sera pas présidente du Parlement, mais on y va. On voit bien dans la frise qu'il y avait tout à l'heure à l'écran. Voilà, c'est l'influenceur, population, réglementation. Il faut bien voir que ce qu'aujourd'hui est interdit sera possible demain. Ce qui est aujourd'hui possible sera interdit demain. Aujourd'hui, on peut produire à partir du pétrole, demain, on ne pourra pas. Aujourd'hui, on n'a pas le droit d'utiliser des OGM, on n'a pas le droit d'utiliser des ciseaux génétiques. Probablement, demain, on pourra le faire. Donc vraiment, c'est inexorable. Pas le choix. Pas le choix. En 2030, Sylvain, la fusion entre design et ingénierie est devenue totale. Exactement. Alors, on l'a vu ce matin aussi. On voit bien qu'il y a des choses qui ressemblent plus à du design que l'ingénierie, et pourtant, derrière, il y a de l'ingénierie. On voit bien que déjà, à la Renaissance, le plus grand ingénieur était le plus grand artiste de son temps. La méthode scientifique et la méthode artistique avaient fusionné. Ce qu'il faut vraiment bien se rendre compte, c'est que c'est aussi inexorable. Ça arrive, on le voit déjà dans certains domaines d'activité. On le voit notamment dans la création d'écosystèmes qui sont aussi tirés par la durabilité à Portland, dans l'Oregon, où on a autour de Meta, autour de Nike, autour de Tesla, tout un tas de jeunes ingénieurs qui veulent fusionner design, engineering, durabilité, responsabilité autour de l'éco-conception. Et là où on voulait laisser quelque chose, c'est de se dire, et on le voit bien avec un de nos clients dans le retail, qui s'est rendu compte que si en 2030, il voulait sortir la bonne solution, il fallait qu'avant 2025, il puisse avoir lancé les formations, puisque c'est 5 ans un ingénieur. Donc c'est-à-dire que dès maintenant,
il fallait qu'il commence à préfigurer ce que serait l'éco-conception en 2030. Okay, d'où cette fusion. En 2030, réel et virtuel ne font plus qu'un. On le voit avec le métaverse. Et l'économie est hybride. Exactement. Qui connaît ce film ? Est-ce qu'il y a des vrais geeks dans la salle ? Pardon ? Non. C'est Le Cobaye en 1995, avec, vous connaissez tous James Bond, mais c'est pas James Bond. Ça se passe dans le métavers, c'est un des premiers avatars du métavers, ça a presque 30 ans. On voit aujourd'hui que déjà certaines marques, certains retailers, certains automobilistes s'intéressent au métavers pour avoir le même produit, ou un autre produit, ou un avatar d'un produit de la vie réelle dans la vie digitale. Ça pourrait être l'inverse aussi, c'est peut-être des produits qui existent dans le digital, comme dans certains jeux type Fortnite, qui pourraient venir dans la vie réelle. Donc on voit bien que tout ça sera hybride. C'est un changement de paradigme, c'est un changement de valeur. Il y a des gens qui pensent, on le voit dans la science-fiction, que ça pourrait être plus sain de vivre dans le métavers et pas dans la vie réelle. Voilà, donc le key takeaway qu'on avait, c'est un peu, pas que dans le retail, mais dans tout ce qui pourrait être tiré par le retail, prendre en compte dès la conception cette notion de clone ou de double numérique qui a une vie, qui n'est pas qu'une maquette, qui a aussi une vie. Sylvain, en 2030, l'intelligence artificielle est devenue la norme et intervient sur tous les processus industriels et quotidiens. Ah non, là c'est Gollum. C'est Gollum. Alors, c'est pas grave, je change. Tac. Non, c'est en 2030. Les produits sont personnalisés et uniques. Bah oui, bien sûr, mon précieux. Mon précieux. Personnalisé et unique, c'est le monde du luxe. On n'en a pas beaucoup parlé ce matin, mais c'est le monde du luxe. On veut avoir un seul produit. C'est aussi la santé. Quand on a une chimio, elle est personnalisée. On n'a pas celle de la chambre voisine, parce que ça n'a pas marché. L'hyper-personnalisation, elle existe déjà dans le luxe, dans la santé, dans des domaines aussi industriels autour des avions, des jets, de certaines automobiles, etc. Faut voir que c'est vraiment des compartiments où on a les meilleures performances d'entreprise, financièrement et pas que, parce que c'est le luxe qui est le plus en avance dans le développement durable. C'est aussi les entreprises qui vous font croire que vous êtes unique. Il y en a une qui est emblématique, Think Different, c'est Apple, qui vous fait croire que vous êtes unique alors que vous avez tous le même téléphone. Enfin, je suis désolé, hein, mais c'est comme ça. On voit bien aussi que cette notion d'unicité, elle va pas pouvoir être partout, elle va être aussi sur des produits qui vont être hybrides, qui vont être en partie industrialisés, en partie personnalisés. Et nous, on a déjà des clients qui nous demandent c'est quoi les modèles, comment on fait, comment on prend les mesures, comment on industrialise un protège tibia, comment on imprime la mousse du protège tibia pour que ce soit à la taille de votre tibia, etc. Là-dessus, ce qu'il faut retenir, c'est que on a des notions que vous connaissez peut-être pas forcément, qui sont abordées là, mais on a aussi des notions de plateformisation, digital, physique, web, retail, hardware, toutes ces notions-là. Et ça à prendre en compte. Je pense que vous, dans votre métier de conception, dans votre métier de portail entre l'idée, le design, l'industrie, etc., c'est des choses sur lesquelles vous allez être confrontés. Alors, je reprends mon effet d'annonce. En 2030, l'intelligence artificielle as a service est devenue la norme et intervient sur tous les process industriels et quotidiens. Alors, ce ne sera pas HAL qui sera derrière vous, puisque on est dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Par exemple, un de nos clients dans le retail, qui fait des articles de sport, souhaite que sa conception produit sur toute la chaîne de valeur, depuis le brief marketing jusqu'au magasin ou au site internet, soit accompagnée par l'IA dans l'aide à la décision. Ça permet d'optimiser les matériaux, ça permet d'optimiser les conceptions, ça permet d'optimiser les coûts, ça permet d'optimiser les optimisations topologiques, etc., etc. Donc on voit bien que ça joue là-dedans. On a un autre exemple, je ne l'avais pas sorti hier, mais j'ai eu l'idée cette nuit. Je me suis souvenu cette nuit, pardon. Avec les moustiques. Avec les moustiques, ouais. Ça n'a rien à voir, c'est avec des crocodiles. Je ne sais plus si c'est Louis Vuitton ou si c'est Hermès, mais une de ces deux marques utilise l'IA pour optimiser la découpe des peaux de crocodile pour faire des sacs à main, de façon à ce que les écailles soient positionnées au bon endroit. Voilà, donc ça existe dans d'autres domaines, je pense que vous connaissez d'autres cas un peu comme ça qui sont marrants. Là, ce qui est important, c'est qu'en fait, l'IA, on l'a vu tout à l'heure, parce qu'il y a des choses qui ressemblent déjà dans les presses qu'il y avait. C'est vrai, il y a des choses qui sont proposées automatiquement.
C'est simple de proposer ce qu'on a vu avec des paramètres qu'on connaît déjà, d'appliquer une normalisation, une réglementation sur des données qu'on a déjà. Par contre, quand vous êtes dans le retail et que vous avez besoin de faire une chaussure confortable, comment vous écrivez confortable à une IA ? Comment vous voulez faire une chaussure durable, puisque c'est l'objet? Comment vous écrivez durable? On peut l'écrire avec des normes, on peut l'écrire autrement. Peut-être que le marché n'a pas la même vision que la norme. Peut-être qu'il est devant ou derrière la norme. Donc voilà, essayez déjà de paramétrer ces choses simples et aller vers les choses complexes ensuite. Alors justement, en 2030, les machines complexes d'hier auront changé d'affectation ou de débouché. Auront-elles une seconde vie? Et oui, et on le voit déjà. Un exemple, ça date de... On a fini l'émission il y a un mois, je crois. Un client dans la forge qui nous dit que sa machine ne sert plus à rien. Bah oui, elle fait des injecteurs diesel. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec? Eh ben, il est probable que cette machine soit réaffectée pour faire des pièces dans les circuits d'hydrogène embarqués. Donc on voit bien que sur une problématique durable, j'ai un échec parce que ça sert à faire du diesel, je peux basculer sur une autre production. Là-dessus, ce qu'on voulait dire et ce qui nous semblait important, c'est que ça se fait pas tout seul, ça. C'est pas le client qui décide que, et nous, notre job, c'était pas de faire que le client décide que ça aille dans l'hydrogène, ça sert à rien. Ce qui est intéressant, c'est de mettre en place des circuits avec vos futurs clients, avec vos fournisseurs, avec vos donneurs d'ordre, de façon à dépasser, de ne pas attendre le RFI, mais d'avoir un peu ce qui est fait ici, d'ailleurs. On montre les nouveautés, on montre les nouvelles directions, et puis le donneur d'ordre, comme ça, il est au courant qu'il y a une nouvelle capacité. Donc cette innovation vers le durable, elle se fera aussi ensemble. En 2030, les usines seront modulables en temps réel. Et oui, parce que là, c'est pas très modulable. Il faut y aller à la main de l'homme. Avant, c'était encore pire que ça. Et puis avant, il n'y avait pas d'usine. Donc là, on commence à avoir un peu l'état de l'art. On n'a pas parlé ce matin. On n'a pas parlé de Tesla ce matin. On a quand même des gigafactories qui sont en train de sortir, qui ont été d'ailleurs conçues par des gens qui viennent de votre milieu. Donc le PLM, ils connaissent. L'industrialisation, l'automatisation, tout ça, ils connaissent. Et ils ont fait quelque chose qui est modulable, digitalisé, archi-personnalisable. Et surtout qui fait très peur parce qu'ils pourraient produire autre chose que des Tesla. C'est grâce au PLM qu'on a ces usines-là, c'est grâce à ces implications digitales. Ce qu'on voulait vous transmettre un peu, c'est de faire attention parce que c'est grâce au PLM, c'est grâce aux data, c'est grâce à ces tendances d'aller plus durable, plus marché, plus optimisé dans les fluides, etc., qu'on arrivera vers ces usines qui feront que vos produits, les produits que vous dessinerez, les produits que vos clients feront, pourront être fabriqués à plusieurs endroits, différemment, par différentes chaînes. Alors, Cocorico. En 2030, donc fini l'offshore ou le nearshore. On ne produit plus qu'en France. Exactement. Alors évidemment, on voit bien que il y a déjà des mouvements qui se font là-dessus. Il y a déjà des envies de moins consommer. Les publics et surtout les jeunes, là, je regarde les jeunes devant moi, sont beaucoup plus attentifs à ces notions de c'est fait à côté, etc. Ça existe déjà. Le slip français, tout le monde connaît. Il y a même de la pub dans le métro. Quand je viens à Paris, je suis surpris de voir une pub pour un slip français dans le métro. Bon. Il y a mon jean français, il y en a un par région. Ça existe. D'ailleurs, le jean, c'est de Nîmes, ça vient de Nîmes. Donc, c'est pas débile de le faire en France. C'est un retour vers un mode classique de plateforme. Quand on dit plateforme, c'est place de marché et d'écosystème local. Le producteur amène sur une place de marché locale. C'est un changement de logistique, c'est un changement de distribution. C'est un cas qu'on voit déjà chez nos clients multinationaux qui sont en train de prendre cette direction, notamment dans le monde de la limonade. Pernod Ricard commence à brander des marques locales plutôt que d'avoir des marques internationales et utilisent leur circuit de distribution. Donc si vous êtes à Paris, vous allez acheter du gin pour hipster dans le Marais. Si vous êtes à Berlin, c'est du gin pour hipster à, je sais pas quel, Kurfürstendamm, ou je sais pas où. Voilà. Alors, en 2030, on mangera des variétés qui sont développées depuis 2015. Et elles pourront s'adapter au changement climatique. En tout cas, elles auront muté. C'est ça. Il faut qu'elles mutent. On voit très bien la température qu'on a. Bon, là, ça va encore, mais il y a 10 jours, il y a 15 jours, c'était un peu anormal. Il va bien falloir que les choux-fleurs ils puissent pousser dans ces nouveaux paradigmes de température élevée, de sécheresse. Il y a beaucoup de sécheresse en ce moment. Et ça, on met 15 ans pour le faire. Pourquoi ? Parce qu'un chou-fleur, ça pousse 1 an sur 2, c'est bisannuel, ça s'appelle. On peut mettre un chou-fleur en France, un chou-fleur en Nouvelle-Zélande, comme ça on triche avec une année, puisqu'il y a 2 saisons différentes, mais c'est toujours 15 ans. Et donc en 2030, ce sera les recherches commencées en 2015.
Et pour revenir sur ce qu'on disait au début, on pourrait accélérer le processus. Et je le disais, ce qui était inacceptable aujourd'hui pourra être acceptable demain. Si on veut aller plus vite pour faire des souffleurs, on a besoin de ciseaux moléculaires pour aller couper dans les ADN des chou-fleurs de façon, ou l'ARN, non l'ADN, de façon à gagner en performance, gagner en temps. On va faire des OGM. Donc tout ça va devoir passer à l'éthique, tout ça doit être digéré, tout ça doit être réglementé, de façon à ce que le challenge climatique puisse être résolu dès maintenant. Alors, pour finir, en 2020, on sait bien qu'on vient juste de commencer à innover. On est au début de l'innovation. Alors, allons-y. C'est le mot d'ordre. Il ne faut plus attendre. Exactement. Alors, ça rappelle les cours d'éco pour ceux qui ont fait des cours d'éco. Hein. Je crois que c'est les mêmes aujourd'hui, parce que mon fils est en première éco, enfin, ce qui s'appelle éco, il a toujours Kondratiev, Schumpeter, etc. Donc ça rajeunira personne. Ce qu'on voit, c'est qu'avant ces cycles-là, en fait, il n'y avait rien. Il faut vraiment se mettre dans la tête que Jules César et Louis XIV, ils n'ont pas de médecin, ils n'ont pas de vraie médecine, ils n'ont pas de clim, ils n'ont pas de frigo, ils n'ont pas de force de traction ou de force motrice autre que l'animal, le vent, l'eau. Okay, donc voilà, il n'y a pas de numérique, il n'y a rien, voilà, c'est la même chose. Ça, il faut vraiment dire ça. Depuis la révolution industrielle, fin du XVIIIe siècle, tout ça s'accélère. Et aujourd'hui, je ne parle même pas de l'accélération de ce siècle. Il a fallu 80 ans pour que le téléphone s'impose dans 90% des foyers américains. Il a fallu quelques mois pour qu'une application type Pokémon ou je sais pas quel autre. Non, ouais, voilà, et aussi 80% des foyers équipés, ou 100 millions d'utilisateurs, c'est la même métrique. Donc on voit qu'on est sur des accélérations extrêmement rapides. Ce qui est important de voir, c'est que ça se fait pas chacun dans son coin. Ça peut se faire chacun dans son coin, mais vous allez retomber sur quelqu'un qui fera la même chose que vous, il faut l'accepter. Ça se fait ensemble. Ça se fait aussi dans l'esprit du développement durable, parce qu'on voit que c'est, je sais pas s'il y a un pointeur laser, ouais. Voilà, il est probablement que tout ce qui est technologie d'environnement soit la nouvelle révolution qui est en train d'arriver. Comment on se met à jour. Si on prend les 17 points que tu avais mis, là-dessus, c'est tous les axes d'innovation qu'on va avoir à résoudre, qu'on va avoir à craquer pour les siècles à venir. Donc vraiment, le mot allez-y, il ne faut pas attendre. Faut vraiment pas attendre. Pour tout ce qu'on a pu aborder ce matin, et on voit qu'il y a des solutions qui arrivent, n'attendons pas, digérons, apprivoisons, et puis lançons les innovations du futur. Merci. Merci beaucoup Sylvain. Vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Il y a un micro, oui sinon, voilà, Sylvain sera également là pendant le déjeuner, donc s'il y a des questions... Merci à tous. Merci. Donc je vais faire rapidement une petite synthèse, parce que ce matin, je me sens ballonné des informations. Et je me pose vraiment la question, comment est-ce qu'on peut faire une synthèse de tout ce qu'on a entendu ce matin ? C'est tellement riche et c'est tellement varié. Et donc je pense alors j'ai essayé de retenir 4 points. Donc s'il y avait un parmi vous qui avait un doute que le numérique peut contribuer à une solution sur le sujet de la sustainability, j'espère on a éradiqué ce doute. C'est clairement pas, ça fait part de la solution. Le numérique va faire part des solutions pour les solutions de demain. La deuxième chose, c'est plus personnel, mais c'est pas seulement donc, parce que je travaille chez Keonis, mais je crois que les solutions de Dassault Systèmes et de ce qu'on fait chez Keonis, je pense que ça, ensemble, en tant que portfolio, peut aider aussi donc, dans cette démarche. Et on peut épauler nos clients pour se mettre en route vers cette transformation. Le troisième, c'est ce que j'avais entendu un tout petit peu. J'ai entendu donc quels sont les catalystes de changement. On en a parlé des réglementations. Donc c'est un peu un catalyste externe. Peut-être on a tous besoin des réglementations externes pour se mettre en marche. Mais je crois que c'est plutôt donc les convictions intrinsèques, donc plutôt internes, donc les convictions profondes de dire il faut le faire, il faut y aller, mais vraiment avec conviction. Je pense que c'est ça ce qui va être plus durable. Donc c'est la durabilité durable. Bon, peut-être, donc on va dire comme ça.
Le dernier point, et je pense que c'était Axel, c'était ton dernier point aussi, et on l'avait mentionné plusieurs fois, il ne faut pas attendre, il faut aller maintenant. Et j'aimerais bien ajouter donc un volet sur ce point, il ne faut pas attendre. Je ne sais pas comment ça va pour vous, mais quand nous, on cherche donc les jeunes recrues donc, dans l'entreprise, cette guerre de talents, ça commence maintenant. Et donc les jeunes, cette nouvelle génération, donc si on ne les nourrit pas avec des projets transformatoires sur la sustainabilité, ben, ils sont tout simplement plus intéressés à travailler pour les entreprises qui n'ont pas un plan dessus. Donc c'est quelque chose qui est vraiment un double tranchant, mais donc c'est peut-être une contrainte extérieure qui pousse les entreprises qui sont encore trop conservateurs dans leur démarche à s'ouvrir et aller vers cette guerre de battre donc la sustainability donc proprement. Donc bon, c'était ces 4 points que je pense qu'il y a beaucoup plus, mais je veux dire, on va s'arrêter sur ces 4.